Alors, vous voyez cette phrase d'Albert Einstein, mon fils est le seul problème sans solution. Vous allez me dire, c'est pas très positif tout ça. Je vous laisse méditer sur cette phrase, on va y revenir plus tard. Je préfère ne pas y répondre tout de suite pour vous laisser méditer un petit peu. Voilà, vous pouvez y penser, je vais apporter une réponse plus tard à cette citation d'Albert Einstein, qui était l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Alors pour lui, mon fils est le seul problème sans solution. On va en reparler après. Donc je vais vous présenter mon parcours. Alors moi je suis quelqu'un qui suit de la région, je suis arrivé en Bretagne en 98. L'histoire est sympa parce que c'était le jour où on a gagné la Coupe du Monde, donc Rennes était en liesse, c'était top. Bon, sauf pour la voiture de mes parents, ça ils n'ont pas trop aimé, mais ça arrive, c'est comme ça. Donc voilà. Et alors moi je suis né en fait, à Paris, mais j'ai très peu de souvenirs parce que mon père étant militaire, on a beaucoup bougé en fait, on a fait beaucoup de régions différentes. Et j'ai une enfance qui va être, on va dire la petite enfance, en tout cas très heureuse, jusqu'à 8-9 ans. Avec mon papa, ça se passe super bien, avec ma maman, ça se passe très bien. Ça peut paraître contradictoire parce que souvent, il y a eu quelques temps, on essaie de culpabiliser un peu les parents en disant oui, mais s'ils développent telle maladie, c'est parce qu'à l'enfance, ça n'allait pas, que les parents n'avaient pas fait bien leur travail, c'est pas du tout ça. On va développer tout ça après, hein. Bien sûr, les parents sont toujours... et très souvent très méritant, parce que c'est un rôle qui est très difficile d'être aidant aussi. Donc voilà, et c'est vrai que par rapport à ce que je vous disais sur mon enfance, moi c'était cueillette aux champignons, c'était tout simplement la colline en Normandie, donc on a vécu en Normandie, donc on vivait dans une forêt surélevée, on était sur une belle colline. Et il y a un chapitre de mon livre là, sur Clarté qui s'appelle Ma colline mystérieuse, c'est peut-être l'un de mes chapitres préférés. C'est pas le plus marquant en termes d'émotion, en termes peut-être de gravité, mais moi c'est un moment où j'étais heureux, quoi. C'est vraiment un moment de mon enfance que je n'oublierai jamais, parce qu'avec mon papa on pouvait passer des heures à partir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous on s'en fichait complètement, du moment qu'on était ensemble, on allait à la cueillette aux champignons, bon qu'il neige on n'y allait pas forcément. Parce que vous imaginez que quand il neige, on ne trouve pas beaucoup de champignons, hein, forcément, des bêtises, mais par contre, dès que le temps s'y prêtait, même s'il pleuvait, on y allait, il fallait qu'il y ait quand même une certaine température. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris le sens de l'observation, la cueillette aux champignons. Alors, le sens de l'observation, ça va être vraiment très très important plus tard. Ça va me permettre de me lancer dans l'écriture, et aussi ça va me permettre d'avoir une meilleure compréhension des choses, et peut-être aussi de la distance, parce que quand on observe, la deuxième phase, c'est aussi d'être capable d'avoir de la distance par rapport aux choses et aussi par rapport à soi-même. Donc cette phase d'enfance va être très heureuse et c'est finalement qu'à l'adolescence où les choses vont se gâter pour moi. Alors elles vont se gâter parce que je suis un petit malin, je vais cacher en fait les crises de bouffées délirantes que je vais faire dès l'âge de 13 ans. Je vais les cacher, je vais les masquer, je vais avoir honte. Donc pendant plus de 10 ans, pendant 11 ans, jusqu'à 24 ans, moi j'ai été diagnostiqué qu'à 24 ans. Donc pendant 11 ans, personne ne se doutait de rien. Alors mes parents ils se sont dit, bon, alors celui-là il a une crise de l'adolescence, assez poussée, quoi. Et je ne juge pas du tout parce que je cachais tellement qu'ils n'auraient rien pu voir, même en faisant des efforts ou ce genre de choses, ils en ont fait. Hein. Mais j'étais très nul pour masquer tout ça. Quand j'allais pas bien, je m'enfermais dans ma chambre, je disais que je jouais aux jeux vidéo. Alors la Super Nintendo à l'époque, pour ceux qui connaissent, c'était ma meilleure amie. Hein. Donc je disais que je jouais aux jeux vidéo, c'était pas forcément vrai. Des fois je restais prostré dans ma chambre à regarder l'horloge parce que j'avais des voix qui venaient dans ma tête. Il y a un chapitre sur Clarté qui s'appelle Une voix nommée l'autre, et c'est vraiment ça, c'est la première fois que j'ai eu une crise, c'est quelque chose qui m'a marqué au fer rouge, vraiment parce que j'étais dans un bus, et ça faisait plusieurs jours, je dormais mal, je me sentais pas bien, mais bon, j'avais pas de voix à ce moment-là en tout cas, et c'est vraiment quelque chose qui était très impressionnant, parce que il n'y avait pas d'éléments annonciateurs, si vous voulez. Il n'y avait rien. Mis à part que je ne dormais pas et que j'étais très fatigué, que j'avais des seins jusque-là, bon, voilà. Mais comme tout un chacun, ça arrive à tout le monde d'être fatigué, quoi. Et là, je monte dans le bus, et à partir du moment où je me saisis de la première marche, je vois une fille au fond du bus, comme je vous vois, monsieur debout, et elle est à côté, cette fille, d'un jeune homme, et je me dis, elle rigole, et donc moi j'interprète son sourire dans un premier temps comme quelque chose de moqueur envers moi, et puis il y a une voix qui vient vous tourner comme ça. C'est comme un éclair qui vient vers vous en fait, et cet éclair-là, cette voix, j'ai appelé une voix nommée l'autre, cette autre qui va prendre la résidence et la position de mon cerveau,
et bien cette voix, elle dit, regarde ce type, il a l'air tellement con, regarde-le, et toute la fille ricane, et je pense qu'il se moque de moi. Et après, cette voix, ça va me faire peur, parce que, si vous voulez, ça va plus être juste elle et son copain qui se moquent de moi, ça va être, par exemple, là, toute la salle, par exemple, qui serait en train de se moquer de moi. Vous voyez, ça va être tout le bus qui va se moquer de moi, donc je prends peur. Donc qu'est-ce qui se passe quand je prends peur? Je suis en nage complètement, c'est comme si vous avez effectué un footing, donc on ne se rend pas compte, mais quand on est en crise, c'est mentalement, c'est usant, moi j'associe ça un peu à, vous savez, quand on fait une crise d'épilepsie. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête, en tout cas c'était ce qui se passait pour moi à l'époque, comme un éclair, ça vous foudroie, et après vous êtes lessivé, mais je suis sorti du bus, du coup, rapidement, j'étais même pas arrivé au collège, parce que je me suis dit, ça va peut-être faire cesser ses voix si je ne vois plus cette fille et tout le monde. Et cette voix revenait de façon névrotique, elle se moque de toi, elle se moque de toi, elle se moque de toi, elle se moque de toi. Alors c'est difficile de pas l'intégrer, cette voix, de lutter quand ça revient de façon très névrotique, comme ça, comme une musique un peu entêtante, mais un peu une musique démoniaque finalement, qui vient prendre la possession et la gouvernance de votre esprit. Alors moi je ne me suis pas laissé faire, donc c'est pour ça que je suis parti du bus, mais c'est vraiment un épisode qui m'a beaucoup marqué, parce que pendant les mois qui vont suivre, je vais faire comme si rien ne s'était passé. Hein, donc déjà, quand les voix vont s'estomper progressivement, assez rapidement, même quelques dizaines de minutes après être descendu du bus, ça va s'estomper. Et c'est vrai qu'après, pendant 6 mois, je retourne à une vie normale, parce que la crise que j'ai faite, exactement le terme médical, c'est une bouffée délirante, parce qu'il va y en avoir plusieurs, et ce qui va permettre un diagnostic de schizophrénie. Et donc il va y avoir plusieurs crises comme ça, je n'ai pas voulu les raconter toutes, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres interventions. Et c'est vrai que ces crises-là, en fait, je vais complètement les mettre derrière moi, parce que je vais avoir honte en fait de ce qui se passe. Je vais me dire, mais attends, si tu racontes ça à tes amis, tes parents, mais tout le monde va te prendre pour un fou, ils vont rigoler, ou alors on va pas te comprendre, on va te dire tu racontes n'importe quoi, tu as une voix. Enfin voilà, je me suis dit, tu vas être pris pour quelqu'un de fou, tout simplement. Donc je mets ça derrière moi, d'autant plus que je suis redevenu à un état normal. Donc du coup, je me dis, puisque tu es revenu à un état normal, en tout cas à cette période-là, pourquoi en parler? Et moi, en plus, j'avais aucune idée, lors de ma première crise, que j'allais en faire d'autres. Pour moi, c'était un épisode, et puis ça, je me cachais derrière moi. C'est comme si j'avais une ombre qui me suivait. Donc je courais très vite pour essayer de la mettre à distance. Bon, je ne courais pas assez vite parce qu'elle est revenue. Et cette ombre, elle va me suivre longtemps. Parce que je vais faire plusieurs crises. Notamment, il y a cette fameuse crise où là, j'ai plus de la vingtaine. Donc là, j'avais raté mon bac. Mais j'avais quand même réussi à avoir une capacité en droit. Donc je suis très fier parce que j'ai eu la mention bien. C'était pas gagné d'avance parce que j'avais pas eu de bac à cause de grosses difficultés de concentration qui étaient aussi les prémices de la maladie. Et c'est vrai que cette deuxième crise, elle va intervenir à un moment où avec mon père, ça va moins bien, parce que moi, je veux absolument être basketteur professionnel, il n'y a que ça qui compte dans ma vie. Même si je fais des études, j'essaie d'être sérieux, mais c'est pas trop mon truc, les études, je travaille, mais ce que je veux, c'est être basketteur professionnel, quoi. Et mon père, il va pas trop me suivre dans cette voie, et moi, à cette époque-là, je vais lui en vouloir, en fait. Maintenant, je comprends pourquoi il me disait ça, parce que les études, c'est très important aussi, bien évidemment, mais à cette époque-là, il y a des tensions entre nous, et quand il va partir donc, par rapport à son métier, il travaillait pour le ministère de la Défense. Mon père a terminé général. Et c'est vrai qu'il va partir au Brésil. Et lors de ce voyage au Brésil, donc il part pour son travail, tout simplement. Puis on a des nouvelles de temps en temps. Et quand il revient, là, c'est pareil que pour le bus. C'est comme quelque chose qui vous foudroie à l'esprit d'un seul coup. Je m'en souviens toute ma vie. J'étais avec ma copine de l'époque, Angélique. Et là, en fait, il y a un moment de vide, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, elle me regarde, mais je ne suis plus là. C'est comme si je suis devant vous là, sans être là. Il y a un moment de vide, de flottement dans mon esprit. Et d'un seul coup, il y a cette voix qui revient et qui me dit comme ça, si tu as des rapports compliqués avec ton papa, c'est parce qu'il trompe ta maman et qu'il a une autre famille au Brésil. Alors là, ça va loin. Ça va très loin. Je m'imagine une autre matérialité de mon père. Et quand bien même ça aurait été vrai, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mon père n'a jamais eu ce genre de comportement, mais quand bien même, ce n'est pas une raison, ce n'est pas la raison qui va... plutôt, je m'exprime très mal. Ce n'est pas une raison pour moi pour faire une crise. Et après, ce qui va se passer, c'est surtout que quand mon père va nous appeler tous à table, parce qu'il vient de préparer le repas, mon père c'est quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner, encore maintenant, hein,
Et donc du coup il nous appelle, donc très gentiment, avec une voix douce, Florent, Angélique, venez manger, voilà, j'ai préparé le repas, venez manger. Et là en fait, en entendant sa voix, ça réveille quelque chose en moi, comme ça réveille comme une blessure un petit peu d'enfance, plus cette voix qui vient se remettre dessus, qui dit ton père trompe ta mère, ton père trompe ta mère, ton père trompe ta mère, ton père trompe ta mère. Comme ça ne me lâche pas en fait. C'est comme si vous avez une ombre qui s'agrippe à vous, alors vous courez pour essayer de partir, vous avez envie de vous enfuir, mais ça prend possession petit à petit, parce que ça vient de façon tellement récurrente, comme une mélodie comme ça, qu'au bout d'un moment, ça prend possession de votre esprit et vous savez plus comment résister. Et là, j'arrive, je m'assois, donc je m'assois comme ça, et là, d'un seul coup, je regarde mon père, et je le fixe dans les yeux, je le fixe comme ça, je le fixe vraiment droit comme je vous vois, monsieur, jeune homme en face, je le fixe, mais avec un regard noir, vraiment avec un regard puissant, profond, mais avec un regard négatif, quoi, vraiment avec de la haine. Et mon père me demande pourquoi je le regarde comme ça. Et d'un seul coup, ça monte, je ne me contrôle plus, c'est comme une pulsion en fait névrotique qui vient d'un seul coup, et la voix revient. Et donc du coup, la voix revient, elle me dit carrément de taper mon père. Donc c'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est vraiment atroce. Donc je me lève, je vais vers mon père, je le secoue violemment, toute la famille se réunit pour nous séparer. Et rétrospectivement, je vais me souvenir de ce moment-là très longtemps, parce que le lendemain, j'ai des flashbacks qui reviennent comme ça, et voir l'horreur dans les yeux de son père, voir l'horreur dans les yeux de sa copine de l'époque, de mon frère Rénal, de ma sœur Laetitia, de ma maman Soraya, c'est horrible, quoi. Et, je souhaite vraiment ça à personne. Donc il va y avoir ce moment-là qui va être un moment déclencheur, puisque là, à cette époque-là, je dois avoir 23-24 ans, et c'est à ce moment-là qu'on va décider, ensemble avec maman, d'aller voir un médecin. Le lendemain, ma mère vient me voir, j'ai passé, elle m'a donné un comprimé pour me reposer, donc j'ai dormi un petit peu. Et le lendemain matin, elle me demande comment je vais, je dis ça va un peu mieux, je me rends compte que j'ai fait quelque chose de grave, mais en même temps, j'ai aucune idée de tout ce qui m'attend, parce que pour moi je suis pas malade, c'est juste, j'ai des moments où je pète un câble, mais je suis pas malade en fait, j'ai aucune conscience de ça. Et donc ma mère me suggère d'aller voir le médecin gentiment, j'accepte, mais alors j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer, parce que je vais aller voir le médecin, je vais lui dire qu'il va me poser plein de questions, il va avoir un entretien avec ma maman d'abord, en seul à seul, puis un entretien avec moi. Et lors de mon entretien, il me demande si j'entends des voix. Est-ce que j'entends des voix? Bah non, moi j'entends pas de voix, non monsieur, vous voyez moi entendre des voix, franchement. Donc j'essaye je nie totalement parce que j'ai peur. Il y a une phrase sur Carté que j'aime beaucoup, je crois qu'elle est dans l'introduction, c'est « Je ne me sentais pas de taille pour affronter mes failles ». Ben, c'est exactement ça, ça m'a fait peur. Et quand il m'a mis en face de moi-même comme un miroir, mon premier réflexe a été de reculer comme avec cette ombre, quand je vous expliquais que je courais pour essayer de la faire fuir. Bon, c'est une métaphore, certes, mais c'est ça m'a fait peur. Et quand ce miroir est venu se mettre brutalement en face de moi, j'ai eu un mouvement de recul, déjà face au médecin, et puis le premier réflexe a été de nier, en fait, de nier tout en bloc. Hein, donc moi je me croyais un peu comme si il y avait un inspecteur de police devant moi, et puis je nie tout, voilà, je nie tout en bloc, non c'est pas moi. Bon, alors le médecin n'est pas dupe, parce que comme il a eu un entretien avec ma maman va lui expliquer les choses, et il n'est pas dupe, donc je vais aller, à l'époque je suis allé aux urgences, faire un bilan psychiatrique aux urgences de Pontchaillou, et après je vais être emmené à Guillaume-Régnier. Alors il y a encore un épisode très marquant, c'est l'ambulance. Dans l'ambulance, je vais croire que c'est un convoi exceptionnel, en fait, qui est là pour me faire sortir du pays. Bien sûr, ils ont que ça à faire, les convois exceptionnels, ils se s'occuper de moi, évidemment. Hein. Voilà, mais dans mon délire, en fait, on est tellement dans un délire que, en fait, je m'imagine ça, et en plus, mon délire est conforté par le fait que, vous savez, la petite lucarne est fermée dans l'ambulance, donc je ne vois rien, je ne vois pas le paysage, en fait. Et moi, ça me perturbe. Je suis quelqu'un qui a toujours adoré la nature, c'est sûrement dû à mon enfance avec la colline dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Et c'est vrai que je m'imagine ça. Donc quand j'arrive à l'hôpital, le premier truc que je fais, je m'en souviens toute ma vie, je prends mon téléphone, je prends le téléphone, je le balance, je suis fou de rage en fait, je le balance par terre et je saute dessus pour le casser en fait, parce que forcément je suis sur table d'écoute aussi. Je suis sur table d'écoute, je suis dans une paranoïa incroyable. Et aussi il y a un épisode qui est aussi dramatique, dont je ne me souviens pas du tout, c'est ma mère qui s'en souvient très bien, qui me l'a raconté. C'est en fait quand je suis sorti de mon entretien avec le médecin en attendant l'ambulance, pour aller aux urgences psychiatriques, et
je me suis pris comme si j'avais des super pouvoirs, j'ai cru que j'avais des super pouvoirs, et donc il y avait des voitures qui arrivaient comme ça, en plein milieu de la route, et moi je me suis mis en plein milieu de la route comme ça. Et bah, ma maman, forcément, elle s'est jetée, elle m'a poussé pour éviter que je meure ou que je sois touché. C'est un moment dont j'ai aucun souvenir encore aujourd'hui de ça, mais ma mère s'en souvient très bien, et quand elle en parle, il y a souvent des larmes qui sont pas très loin, parce que c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Je croyais que j'avais des super pouvoirs, et finalement, les voitures, elles allaient me transpercer, mais sans rien me faire, en fait, au final. C'est pour vous dire à quel point, en fait, la maladie peut, dans certains cas, prendre la gouvernance de votre esprit. Donc ça va être la première étape. La première étape, ça va être d'accepter d'aller voir le médecin. La deuxième étape, ça va être d'accepter de me faire interner dans un hôpital psychiatrique avec Guillaume Régnier à Rennes. Je vais y rester pendant 1 mois. Alors les premiers jours, je ne vous cache pas, c'est très très dur. Les premiers jours, c'est très dur, beaucoup de médicaments. Moi, j'étais très sportif avant. Du jour au lendemain, tu n'arrives plus à faire une pompe, tu tiens à peine debout, tu marches comme ça. Tu vois les autres personnes qui sont là, qui ont beaucoup de mal aussi, donc c'est vrai que c'est pas évident. En plus, moi à l'époque où j'étais, en fait, on avait des blouses, on n'avait pas le droit de s'habiller les premiers jours, il y avait des chambres où il y avait encore la contention, ce genre de choses, donc on entendait des gens qui hurlaient dans les chambres parce qu'ils étaient attachés, parce qu'ils risquaient de se faire du mal. Donc c'est vraiment dur, quoi. Mais il va y avoir cette petite lueur d'espoir qui va m'être apportée, à la fois par l'équipe soignante qui va être très prévenante, très gentil et qui va me positiver. Et puis il y a ce jeune homme mystérieux, Julien, je l'ai appelé Julien. Ce jeune homme mystérieux qui va m'interpeller, parce qu'il me voit là, il me voit, et puis il y a des jours où je suis comme ça, prostré devant une horloge qui est au fond de la pièce, parce que de notre chambre, c'était des chambrées de 3 personnes. Et je suis prostré, il y a ce tic-tac complètement qui m'obnubile complètement, il y a ce tic-tac métronomique, tic-tac, 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 tic-tac. Et moi, je reste comme ça devant cette horloge. Je peux rester 1 heure devant l'horloge parce que j'ai cette impression que le temps, il m'échappe. En fait, le temps, il m'échappe parce que je ne contrôle plus. J'ai l'impression de ne plus contrôler ma vie. J'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va retomber en faisant une nouvelle rechute, en fait. Et moi, à l'époque, j'ai aucun... je vois aucune personne qui s'en est sortie avec la maladie, ou en tout cas, on ne m'en parle pas. On ne m'en parle pas, donc pour moi, tu as cette maladie-là, donc tu la vis, donc c'est fini, donc ta vie elle s'arrête à 24 ans. Et moi je suis dans cette optique-là, en tout cas, quand j'arrive à l'hôpital au bout de quelques semaines. Heureusement, tout va changer. Heureusement. Et alors il y a ce jeune homme qui va me dire, il va me prendre par le bras, il va me dire, tu vois Florent, tu ne peux pas rester comme ça devant cette horloge, c'est pas bon pour toi. Et il me montre une fenêtre. Et il me montre une fenêtre avec la vue sur le parc. Au Tabor, il y a un magnifique parc. Au Tabor, à Guillaume Régnier, il y a un magnifique parc. J'aime aussi beaucoup le Tabor. Il y a un magnifique parc. Et c'est vrai que je regarde, et comme j'aime la nature, je me dis, peut-être qu'un jour j'aurai le droit de sortir, parce que les premiers jours, je n'avais pas le droit de sortir. J'avais menacé de me suicider aussi, donc forcément, ça n'allait pas. Ils se sont dit, ils ont peut-être eu raison, ils se sont dit, bon, si on le laisse sortir tout de suite, ça va être compliqué. Et c'est vrai que j'avais menacé de me suicider, parce que je ne pouvais pas avoir ma copine de l'époque, je ne pouvais pas avoir mes parents au début. Donc moi, le premier truc, c'est que j'ai menacé de me suicider, en fait, quoi. Mais cette lueur d'espoir, elle va être très très importante, et elle va me permettre d'avoir un objectif, parce que ça paraît tout bête, mais mon premier objectif dans l'hôpital, ça va être quoi? Ça va être de sortir. De sortir, pas forcément sortir pour rentrer chez moi, d'aller dans le parc. La première étape, moi, je vais aller dans le parc, et je sais que je suis pas bien. Je vois que je suis en éveil 1 heure par jour, et quand je dis éveil, c'est vraiment entre guillemets, parce qu'avec les médicaments très, très, très forts, voilà. Mais je vais avoir cet espoir-là, et cet espoir, il va me tenir tout au long de ce séjour, et c'est aussi ce qui va me permettre, parce que, en fait, je vais procéder par étapes, pas à pas. Dans un premier temps, je vais essayer de faire des pompes, parce que je faisais des pompes avant, et je me dis, bon, de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, le sport. Et cet esprit sportif va beaucoup m'aider. Alors les premières fois, je ne vous cache pas que j'essaye de faire une pompe, je m'écroule complètement, parce que je suis complètement shooté, j'ai des médicaments qui sont très, très forts, en tout cas au début, mais je ne vais pas lâcher, je me dis, c'est pas grave, tu fais une pompe, même pas aujourd'hui, et la semaine prochaine, tu essaieras d'en faire 1 ou 2, et puis tous les jours, tu vas essayer comme ça de faire, même si tu n'arrives pas, même si tu vas sur l'échec, tu vas essayer, tu vas forcément réussir à en faire une à un moment ou à un autre. Au bout de 3 jours, j'arrive à faire une pompe. Alors pour quelqu'un qui faisait beaucoup de pompes avant, une pompe c'est rien. Ne vous imaginez pas, pour moi c'était une victoire terrible. J'avais réussi à faire une pompe alors que quelques jours avant, 3 jours avant exactement, je m'étais effondré. Donc il va y avoir cet espoir-là. Je vais commencer à faire du sport, et le deuxième objectif, ça va être de sortir de l'hôpital pour aller à la fac. Parce qu'à l'époque j'étais à la faculté de droit et j'ai pas envie de lâcher mes études. Bon, je vais vite comprendre qu'au niveau concentration,
ça va être compliqué pour moi, du moins dans un premier temps, parce qu'à l'époque j'avais des traitements très très lourds. Donc je vais essayer de retourner à un TD, je vais avoir une autorisation de sortie de Guillaume Régnier juste pour une matinée, et je vais partir au bout d'une heure du TD, hein, parce que je vois que intellectuellement je ne suis pas en phase, et je n'arrive pas à me concentrer, ça me donne même une profonde migraine. Donc je vais sortir de Guillaume Régnier quelques semaines après, le traitement va commencer à diminuer, et c'est vrai que pendant 2 ans, ça va encore être assez compliqué pour moi, voilà. Je vais être dans la honte, dans le déni, dans tout ce qui est le mensonge, parce que quand je recroise des gens de la faculté de droit, ah ouais, salut Florent, bah, qu'est-ce que tu dis, on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe et moi je suis, ah bah non, le droit, moi ça m'intéressait plus, voilà, j'ai fait autre chose. Enfin voilà, je mens, mais parce que j'ai honte au fond de moi, en fait, j'ai vraiment honte, et je n'ose pas leur dire, bah écoutez, je suis allé avec Guillaume Régnier, j'étais pas bien du tout, je suis encore brinque-ballant, voilà. Donc voilà, j'ose pas, je vais essayer de retravailler dans un premier temps, c'est comme téléopérateur. Alors je vais être pris au début, mais ça va mal se passer, toujours à cause de ces satanées difficultés de concentration, mais je vais pas lâcher. Et mes parents, ils vont pas me laisser lâcher non plus. Parce que mon père, il est militaire, donc c'est quelqu'un d'assez... il parle pas beaucoup, mais quand il parle, on l'écoute. Et ma mère, c'est pareil, ma mère, c'est quelqu'un d'assez peut-être autoritaire, mais en même temps qui peut être très tendre par moments. Et c'est vrai qu'elle va m'apporter cette confiance en moi, et aussi ce fait de jamais vouloir lâcher. Je me souviendrai toujours d'un jour où une matinée, elle arrive, et moi, ça fait 2 ans que, comme je vous ai dit, après Guillaume Régnier, j'avais encore des difficultés de concentration, et comme j'avais pas réussi à retravailler, bah, j'étais en dépression, donc je dormais beaucoup, des fois j'étais debout peut-être 3 ou 4 heures dans la journée, je me levais à 15 heures des fois, enfin ce genre de choses. Hein. Un jour, ma mère va me dire, écoute Florent, ça ne peut plus durer comme ça, mais vraiment, elle va me parler avec un ton voilà, beaucoup plus fort que ce que je vous énumère là. Elle va me dire, Florent, ça ne peut plus durer comme ça, tu ne peux pas rester chez nous si tu restes dans cet état-là léthargique, il faut que tu essayes de te bouger, que tu essayes de retrouver du travail, de refaire une formation, même si c'est très dur pour toi, on le sait, parce que tu as des traitements qui sont encore lourds, mais ils vont diminuer, nous on ne va pas te lâcher, donc maintenant tu te lèves de ton lit, et je peux vous dire que pour lever quelqu'un comme moi de mon lit, je fais quand même à peu près 90 kilos. Ma mère, elle ne fait pas 90 kilos, mais elle n'a pas eu besoin de me bouger. Hein. Elle m'a juste dit ça. Et l'intonation de sa voix, cette phrase-là, et le rapport qu'on avait, a fait que je me suis levé, illico presto, fit ça, comme ça dirait certains. Je me suis levé, et ça a été le début d'autre chose. Le lendemain, ma mère est revenue. Elle était venue avec, parce qu'elle s'était inscrite à l'île de la femme, donc elle est venue avec une liste de gens qui ont marqué différentes époques. Alors il y avait Einstein, dont on va reparler tout à l'heure, donc, qui a fait des bouffées délirantes. Son fils était atteint de schizophrénie, Édouard, et c'est vrai que son fils s'appelait Édouard, et c'est vrai que ça va marquer beaucoup, parce qu'il y aura Einstein, Van Gogh, Léonard de Vinci, on ne sait pas trop, mais on soupçonne qu'il avait des troubles un peu peut-être psy, parce qu'il n'arrivait pas à terminer ses œuvres, il y avait des moments de grande dépression. Le poète Antonin Artaud, pour ceux qui connaissent, le Fou du Rodez, c'est magnifique, et elle va montrer comme ça plusieurs personnes qui ont marqué le monde de leur empreinte, mais qui étaient atteints par soit une maladie psychique, soit une bipolarité. Et je vais me dire, mais attends, c'est tous ces gens-là, ils ont réussi à changer le monde. Enfin, c'est dingue, quoi. Alors que pour moi, la schizophrénie, t'étais débile. Pour moi, la schizophrénie, t'étais moins que rien, c'était fini pour toi. Enfin, moi, c'est l'image que j'avais par rapport à certains médias. Moi, j'avais cette image-là, c'est fini, quoi, t'es schizophrène. D'ailleurs, ce terme-là, je l'employais même pour moi-même, c'est pour vous dire, quoi. On s'auto-dénigre, en fait. Je l'appelais pour moi-même, alors qu'on est avant tout des êtres humains et on n'est pas une maladie ambulante comme ça, voilà. Et c'est vrai que moi, en fait, ce que j'avais vu dans certains médias, bah, la schizophrénie, t'étais forcément plus bête que la moyenne, quoi. Pour moi, j'associais ça vraiment à une maladie mentale, mais dans le terme maladie mentale, pour moi, il y avait débilité, en fait. Moi, j'associais ça à ça. Et donc là, il va y avoir un déclic, là, comme ça, un déclic, en voyant tous ces grands personnages qui marquent les différentes époques, je me suis dit, mais tu peux pas changer le monde, toi. Mais tu peux changer ton monde. Tu peux changer ton monde. Ils ont réussi à changer le monde, donc tu peux bien changer ta façon de faire. C'est pas si compliqué que ça. Si tu procèdes pas à pas, ça va être intéressant. Et donc là, je me suis mis à m'intéresser au développement personnel. Et aussi, je vais repenser à certaines phrases que me disait mon coach de basket. J'avais des difficultés en fait au basket, j'étais très bon aux entraînements, mais au match j'étais trop stressé. Donc comme j'étais trop stressé, au match j'étais livide, j'arrivais à rien en fait, alors qu'aux entraînements j'étais parmi les meilleurs. Donc mon coach il comprenait pas ce qui se passait en fait, et il m'a dit de me concentrer, de fermer les yeux avant un match et de m'imaginer
dans des scènes où je marquais des paliers, de fermer les yeux, un peu comme une petite méditation, à un bas niveau, mais de m'imaginer en fait dans des scènes positives en fait où j'arrivais à marquer des paliers, où je prenais des rebonds, je faisais des contre-attaques, tout ça, et c'est quelque chose qui va beaucoup marcher. Et bien ça, je vais l'appliquer à la maladie psychique. Je vais l'appliquer à la maladie psychique parce que dès que je vais commencer à être un peu mieux, je vais me répéter, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Je vais détourner la voix, parce que par moments j'aurai encore un petit peu des voix pendant quelques années, et du coup je vais détourner la voix et je vais la faire mienne. Mais cette voix-là, je vais la contrôler, c'est-à-dire que je vais lui faire dire des choses. Tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Au début, tu n'y crois pas trop, tu te dis, bon, tu te dis ça, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est pas bête, mais le fait de le faire, je vais la faire mienne. Et à force de la faire mienne, ça va devenir réalité. Parce qu'en fait, quand on a une perception plus positive de la maladie, quand on a une perception plus positive de cette maladie-là, forcément, on va être tourné vers des idées positives, donc on va pouvoir faire des actions positives. Et c'est là que c'est très important. J'ai fait une vidéo qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle La perception de la schizophrénie, et c'est primordial parce que moi, ça a basculé à partir du moment où j'ai eu une perception différente de la schizophrénie. Parce que comment vous voulez demander à quelqu'un de s'occuper de lui, de faire des choses, d'être dans l'action, si lui, il a une image de lui complètement détériorée, malsaine et nulle, en fait. Alors, à partir du moment où il y a eu ce changement de modus operandi dans mon intellect, à partir du moment où je vais me positiver, mes parents, d'ailleurs, vont m'y inciter fortement, et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider. Alors maintenant, on va revenir sur cette fameuse phrase. Mon fils est le seul problème sans solution. Albert Einstein. Bon, dit comme ça fait mal. Albert Einstein, pour la petite info, à l'époque, c'était pas du tout pareil. Déjà, on appelait ça des maisons de fous ou des maisons d'aliénés, c'était différent. Les gens, au niveau des conditions, c'était horrible. Et c'est vrai que Albert Einstein, pour moi, c'est l'un des précurseurs dans certains domaines, en tout cas de l'art-thérapie. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir, pour la petite info, que Albert Einstein, une des premières choses qu'il va faire, alors d'une des rares fois où il aura le droit, je dis bien où il aura le droit de voir son fils, il va lui jouer du violon, parce que son fils n'est pas en état de communiquer. Il a des traitements qui sont beaucoup plus lourds que ce qu'il y a maintenant, les molécules sont différentes aussi. Et là, une des rares fois où il va avoir le droit de le voir, il va lui jouer du violon. Il y a une fameuse photo qu'on voit, où on voit Albert Einstein qui joue du violon à son fils Édouard. C'est magnifique. Et c'est vrai que c'est les prémices peut-être de l'art-thérapie. Alors Einstein disait, mon fils est le seul problème sans solution. Mais il disait aussi, un problème sans solution est un problème mal posé. Donc c'est un peu contradictoire. Et Einstein, en fait, mon fils est le seul problème sans solution, il avait tort, Einstein. Aussi grand soit-il, il avait tort. Pourquoi il avait tort ? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on peut s'en sortir à partir du moment où on a un traitement qui nous est adapté. Bien sûr, hein, il y a traitement et traitement, il faut que ce soit adapté. Mais quand le traitement est adapté, qu'on le prend sérieusement, au bout de 3-4 ans, ça c'est des choses que peu de gens savent, il y a 2 personnes sur 3 qui sont vers une forme de rétablissement. C'est quand même beaucoup. Et quand on voit les médias, quand on voit ce qu'on nous dit tout le temps dans les médias ou les faits divers, machin, c'est vrai qu'il faut en parler. Des fois, il y a quelqu'un qui pète un câble, mais c'est un être humain avant tout. C'est pas parce qu'il a atteint de schizophrénie. Il a fait une crise, d'accord, il a tué quelqu'un, ça arrive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive beaucoup plus à des gens, même si j'aime pas du tout ce terme-là, entre guillemets, normaux, sans pathologie psychiatrique. Regardez aux États-Unis, il y a plein de tueurs qui vont dans une faculté qui tue plein de monde, ils n'ont pas atteint de maladie psychique. Mais dès qu'il y a une maladie psychique, ça fait fantasmer un peu les gens, il y a cette fantasmagorie, et du coup on va en parler plus. C'est vrai que c'est important d'en parler, mais il faut aussi mettre en relief les choses. Voilà. Et c'est vrai que Albert Einstein, vraiment c'est quelqu'un qui va être le précurseur pour moi de l'art-thérapie, même s'il le fait certainement sans s'en rendre compte, mais il a cette intelligence de dire mon fils ne peut pas communiquer, je vais venir avec un violon, parce qu'Einstein il aimait beaucoup le violon, il en jouait souvent, et il va lui jouer du violon. Et il y a cette fameuse image que j'ai malheureusement pas pu parce qu'il y a des droits d'auteur, pas pu vous transmettre, mais vous pouvez la trouver sur Google ou sur Internet, où on voit Albert Einstein qui joue du violon à son fils. Alors, là maintenant, je vais aborder une partie de la conférence sur la famille, parce que justement, comme on parlait d'Albert Einstein et de son rapport avec son fils, ça me semble important d'en parler aussi. Alors, il y a ce fameux livre, Le cas Édouard, de Laurent Sexik, Laurent Sexik, S-E-K-S-I-K, qui est un très beau livre que je vous recommande vraiment, c'est vraiment un beau livre.
Et c'est vrai que quand dans la famille, on a une personne atteinte de la maladie, c'est un choc. C'est un choc terrible, mes parents l'ont vécu. C'est un choc incroyable. On se dit, mais non, c'est pas possible, par un peu égo ou orgueil. Pas mon fils, pas moi, c'est des choses qui arrivent aux autres. Et c'est humain de penser ça, c'est tout à fait humain. Alors il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Dans un premier temps, il faut positiver son fils, ou sa fille, ou ses enfants, tout simplement. Il faut les positiver. Parce que, en fait, la maladie, quand on l'a, on a tellement une mauvaise image de nous, dans un premier temps, que si on ne positive pas les gens, quand je dis positiver, je vais être plus direct et plus concret, c'est les encourager dans ce qui les motive, dans leur passion, leur centre d'intérêt, déjà. Ça, c'est primordial, c'est la base. Parce que quand on voit qu'on arrive à faire des choses dans une passion, dans un centre d'intérêt, on va pouvoir transposer ça peut-être quelques années après dans le monde du travail, éventuellement. Voilà, et ça, c'est vraiment important. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire et ce que je fais toujours parce que je suis devenu aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Puis maintenant, je suis aide-soignant dans différentes unités et différents hôpitaux. Hein. Et c'est vrai que c'est très important de positiver parce qu'il y a une perception de la maladie qui est tellement mauvaise en fait de la part de la personne soignée que c'est important de lui redonner confiance en lui. Il faut lui redonner confiance en lui, en ses capacités. Alors il ne faut pas, quand je dis lui redonner confiance en lui, c'est-à-dire il faut l'autonomiser progressivement. Parce que le danger là-dedans, c'est que dans un premier temps, on va vouloir faire les choses à sa place. Ma mère, l'a expérimenté elle aussi. Prends ton traitement. J'étais à peine levé le matin. Pas bonjour, rien. Prends ton traitement. Bonjour maman, est-ce que tu vas bien? Mon traitement, je peux le prendre tout seul, tu sais. Mais c'est vrai que c'était bien. Je sais que ça partait d'un très bon sentiment, je ne juge pas du tout, ça part d'un bon sentiment. Mais moi, à l'époque, ça m'énervait parce que j'avais l'impression d'être un numéro avec un traitement. Et voilà. Mais c'est vrai que ça partait d'un bon sentiment, je n'en ai jamais voulu pour ça. Et ça partait d'un bon sentiment. Mais c'est vrai que c'est important d'autonomiser au maximum, dès qu'on peut, par étapes. Même si ce n'est pas grand-chose au début, progressivement. Il faut autonomiser et ne pas infantiliser en fait la personne, parce que plus on l'infantilise et plus on va être dans la dépendance vis-à-vis de son enfant va être dans la dépendance vis-à-vis de nous. Il y a aussi autre chose que je veux dire et qui est vraiment très important. Quand on est une famille, qu'on a une personne proche atteinte de schizophrénie, on va avoir tendance à s'oublier, c'est naturel, mais c'est pas bon. On va avoir tendance à s'oublier, c'est-à-dire que, bah tiens, moi j'ai bien regardé des matchs de foot par exemple. Par exemple, je parle d'un papa qui aimerait bien regarder des matchs de foot. Ah bah non, mon fils il est atteint de schizophrénie, il faut absolument que je sois avec lui toujours à tel moment, machin. Bon bah je regarde plus de match de foot, ok. Mais le problème c'est que de tout ça va naître une immense frustration. Et quand on est aidant, c'est déjà assez dur d'être aidant, c'est pas facile. C'est très dur et c'est pas assez reconnu le rôle des parents malheureusement. Et quand on est aidant et qu'on ne prend pas soin de soi, comment vous voulez être bien dans la relation que vous avez avec votre enfant si vous n'êtes pas bien avec vous-même? Je ne suis pas dans le jugement. J'essaie d'apporter des solutions, voilà. Et c'est vraiment important de quand même avoir des passions, de quand même avoir des centres d'intérêt. Si on n'a pas des passions, c'est pas une obligation d'avoir des passions, on peut avoir des centres d'intérêt, de quand même écouter de la musique, de quand même sortir, de quand même faire des promenades, même si on a un fils ou une fille qui est atteint de maladie psychique. Donc il faut prendre soin de soi. Et en prenant soin de soi, croyez-moi, vous prenez soin de l'autre aussi, parce que dans la relation à l'autre, vous allez être beaucoup mieux. Je vais aussi vous parler de Saint Augustin. Alors, Saint Augustin, parce que je parlais des passions. Et Saint Augustin, il y a un célèbre tableau où on le voit comme ça, et il télécharge la vérité avec son cœur. On le voit. Et en fait, c'est un tableau très subversif pour l'époque, parce qu'on voit aussi qu'il piétine des livres. Et en fait, Saint Augustin, c'est quelqu'un qui a toujours estimé que la passion, c'était un moteur dans la vie. Maladie psychique ou pas. Ça vaut pour tout le monde. Quand on est passionné par quelque chose, ou au moins qu'on a un centre d'intérêt, on va être plus vivant à l'intérieur. Et quand on est plus vivant, on est mieux avec les autres. Donc voilà, je vais citer Saint-Augustin. Vous pouvez retrouver sur Google, si vous tapez Saint-Augustin passion, il y a un célèbre tableau qui est juste magnifique, que je vous conseille vivement. Donc je vais terminer cette conférence en vous disant, la lumière n'est jamais loin. La lumière n'est jamais loin. Il suffit parfois de savoir où regarder. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible.